Bienvenue à tous, bienvenue pour une nouvelle exploration. Ah, On va plonger au cœur de l'histoire et de la culture. oui. Un peuple fascinant, les abeilles de Côte d'Ivoire. Mm. Préparez-vous à un voyage captivant, Ah oui, entièrement en français, entièrement. qui nous transportera des origines du peuple Abi jusqu'à D'accord. l'établissement de leur chefferie. Ah, les abeilles. Ah, leur histoire est un véritable récit épique marqué par des migrations, des résistances et des adaptations. Nos sources, des documents historiques et anthropologiques vont nous permettre de démêler les fils de cette histoire riche Oui, et complexe. c'est ce qui me passionne dans ces deep dives. Ah oui. On a la chance de découvrir des cultures, Mm. souvent méconnues. Mm. Commençons par le commencement. Oui. Les origines des Abi au Ghana. Leur histoire débute avec une figure Oui. légendaire, l'ancêtre Kerikeri, D'accord. dont la lignée de chefs Atobra, Kouassan et Akosu a marqué l'histoire du peuple Abi. Oui. Imaginez au X siècle, Oui. poussés par les conflits avec les Konogos et les Ashanti, Oui. ils quittent le Ghana, D'accord. leur terre natale. Un exode forcé qui a dû marquer Oui, profondément leur histoire. J'imagine la difficulté oui, absolument. de quitter sa terre ancestrale. C'est Pachibo, fils d'Akosu et de Nana Yaabobia, qui prend les rênes de cet exode. Elle guide son peuple à travers des paysages inconnus, franchissant la Tanoé et le Comoé, Oui. pour finalement s'établir entre Adzopé et Agboville, Oh oui. en Côte d'Ivoire. Une véritable odyssée. Ah oui. Mais une fois arrivés en Côte d'Ivoire, Oui. comment les Abis se sont-ils installés et comment ont-ils Alors, structuré leur société? ils ont principalement choisi la région d'Agboville et la sous-préfecture de Noudoussi comme terre d'accueil, mais leur expansion ne s'est pas faite sans art. Ils ont dû repousser les Attiers à l'est, Oui. pour étendre leur territoire jusqu'au fleuve Bandama, D'accord? à l'ouest. On perçoit déjà cette force et cette détermination Oui. qui les caractérise. Et comment la chefferie Alors, s'est-elle organisée pendant cette période? la succession se faisait traditionnellement de l'oncle au neveu, Mmh. mais un événement marquant Oui. va bouleverser cet ordre ancestral. D'accord. Miezan, chef du village de Konu, Oui. et beau-père du roi Akosu, demande un changement radical. Voilà qui est intriguant. Qu'est-ce qui a motivé Alors, une telle demande à Hé? Miezan avait soutenu Akosu Oui. dans sa lutte contre les Konogos et les Ashanti. D'accord. Et sa fille, épouse Akosu, était décédée pour honorer sa mémoire Oui. et reconnaître son soutien. D'accord. Il demanda que la succession se fasse de père en fils. Une décision qui a sans doute eu des conséquences Oui. importantes sur la structure sociale des Abis. En effet, cette nouvelle règle a bouleversé l'ordre établi et a pu créer des tensions au sein de la famille royale. Imaginez les rivalités et les jeux de pouvoir qui ont pu en découler. Et c'est justement à cette époque que la Côte d'Ivoire entre dans la période coloniale. Comment les Abis, avec leur nouvelle structure de pouvoir, ont-ils réagi à l'arrivée des Français? Les Abis, connus pour leur esprit indépendant, se sont farouchement opposés D'accord. à la domination française dès 1910. Oui. Ils se soulèvent contre le travail forcé et l'exploitation de leurs ressources. C'est une réaction qu'on retrouve chez beaucoup Oui. de peuples colonisés. Mais comment cette résistance s'est-elle manifestée concrètement chez les Abis? La révolte a duré une dizaine d'années. Imaginez les affrontements, Oui. la guérilla dans la forêt, les villages qui se vident pour éviter les représailles. La réponse coloniale fut brutale. Massacre, villages incendiés, déportation. Une période sombre qui témoigne Oui. de la violence de la colonisation. Mais au milieu de ces épreuves, l'histoire du roi Assourou et de son fils, Oui. Obodjishi Obuwa, nous offre un éclairage différent sur les relations entre les Abés et les Français. Ah oui, une histoire digne Oui. d'un roman. Pendant une révolte, le roi Assourou se réfugie chez les Français et leur offre son fils Obodjishi Soboa comme guide. C'est une décision surprenante. Qu'est-ce qui a pu motiver? Alors, Le roi Sozo, était-ce une stratégie pour protéger son peuple, une tentative de négociation ou un acte de soumission? difficile de savoir avec certitude. Oui. Mais ce qui est certain, c'est qu'Obodjishi Soboa D'accord. gagne la confiance des Français, son rôle de guide.
puis sa nomination comme chef supérieur, Oui, après la victoire française. marquant un tournant dans l'histoire de la chefferie Abi. Un tournant qui soulève des questions fascinantes. Ah oui. Comment la population Abi a-t-elle perçu l'ascension d'Obodéji Soboa, un chef imposé par les colons? Est-ce qu'il a été vu comme un traître ou comme un leader, pragmatique essayant de protéger son peuple fort? C'est une question complexe, mais avant de plonger Oui. dans les conséquences de cette nomination, prenons un moment pour analyser les implications D'accord. de ce changement de leadership sur la culture Oui. et l'identité des Abi. L'ascension d'Obodéji Soboa, propulsé au rang de chef supérieur par les Français, a profondément marqué la structure de la chefferie Abi. On peut imaginer les tensions et les divisions que cela a pu engendrer au sein du peuple. Absolument. C'est un moment charnière où les traditions ancestrales se confrontent à la réalité coloniale. Comment ce nouveau chef imposé par une puissance étrangère a-t-il été perçu par sa communauté? C'est difficile à dire avec certitude, mais une chose est sûre, son règne a été de courte durée. En 1944, Obodéji Soboa, frappé par une longue maladie, est déchu de ses fonctions. Une fin de règne abrupte qui ouvre la voie à un nouveau chapitre dans l'histoire de la chefferie, qui prend alors les rênes du pouvoir. C'est Aimé Bassidjou François qui assurait l'intérim pendant la maladie d'Obodéji Soboa qui lui succède. Et c'est là un événement sans précédent. Pour la première fois, un individu extérieur à la famille royale accède au trône. Voilà qui est significatif. Ce choix marque-t-il une rupture définitive avec la tradition ou est-ce une adaptation aux circonstances? C'est une question intéressante. Il est possible que ce choix ait été dicté par la situation politique de l'époque, la France cherchant peut-être à asseoir son autorité en plaçant un homme de confiance à la tête de la chefferie. Et après l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, comment la chefferie Abbé évolue-t-elle? Une nouvelle ère s'ouvre pour la Côte d'Ivoire et pour les abbés. Le gouvernement ivoirien décide de ne plus remplacer les chefs coutumiers, décédés à l'exception des chefs de village. C'est un changement majeur. Quelle est la raison de cette décision? Et comment les abbés l'ont-ils accueilli? Il est probable que cette décision visait à moderniser l'administration du pays et à affirmer l'autorité de l'État. Quant à la réaction des abbés, elle nous est inconnue. Mais on peut imaginer un certain malaise face à cette rupture avec les traditions. Effectivement. Cette décision soulève des questions importantes sur la place des traditions dans un État moderne. Comment les abbés ont-ils réussi à concilier leur héritage culturel avec les changements imposés par la nouvelle Côte d'Ivoire née? C'est une question complexe qui nous amène à examiner de plus près la culture. Abbé, une culture riche et fascinante, qui a su traverser les siècles et s'adapter aux changements. Parlons-en de cette culture. On sait que les abbés ont des liens étroits avec les Ashantis du Ghana, n'est-ce pas? Oui, les deux peuples partagent une origine commune et des similitudes culturelles importantes. Leur langue, leurs traditions, leur vision du monde présentent de nombreuses ressemblances. C'est fascinant de voir comment les liens ancestraux persistent malgré les frontières et le temps. Y a-t-il des éléments culturels spécifiques aux abbés qui les distinguent des autres peuples à Canaan? Absolument non. Un des aspects les plus remarquables de la culture abbé est leur système matrimonial. Imaginez des mariages qui peuvent impliquer jusqu'à 4 familles. C'est une pratique unique qui vise à tisser des liens solides et durables entre les différents groupes. C'est une tradition qui témoigne de l'importance accordée à la famille et aux alliances au sein de la société abbé. Mais comment ces mariages multifamiliaux fonctionnent-ils concrètement? C'est un système complexe et subtil qui repose sur jeu d'échange et de réciprocité entre les familles. Chaque famille impliquée dans le mariage a des rôles et des responsabilités spécifiques, ce qui crée un réseau d'entraide et de solidarité très puissant. Ce système matrimonial est une illustration parfaite de la capacité des abbés à créer des liens sociaux forts et à s'adapter aux changements. Mais au-delà de cet aspect familial, qu'en est-il de la place des abbés dans la société ivoirienne contemporaine? Aujourd'hui, les abbés cohabitent pacifiquement avec les autres groupes ethniques d'Agboville, notamment les Gros-Bous, l'autre grande ethnie autochtone de la région. Ils ont également tissé des liens avec des populations allogènes et des étrangers venus de divers horizons. C'est une belle image de diversité et de coexistence, mais cette harmonie n'a-t-elle pas été mise à l'épreuve par les événements politiques et sociaux qui ont marqué la Côte d'Ivoire ces dernières décennies? La Côte d'Ivoire a traversé des périodes difficiles marquées par des crises politiques et des conflits intercommunautaires. Mais les abbés, comme beaucoup d'autres peuples du pays, ont fait preuve de résilience et ont su préserver leur identité et leur culture. C'est une preuve de leur force et de leur capacité à surmonter les épreuves. Mais face aux défis de la mondialisation et à l'influence grandissante de la culture occidentale, comment les abbés parviennent-ils à maintenir leurs traditions et à transmettre leur héritage aux jeunes générations? C'est une question cruciale qui nous amène à réfléchir à l'avenir des abbayes dans le contexte de la Côte d'Ivoire moderne.
Comment ce peuple riche de son histoire et des traditions va-t-il s'inscrire dans le X siècle, quoi? On arrive à la fin de notre exploration, au cœur du monde des habits. C'est fascinant de voir comment ils ont traversé les époques, s'adapter aux changements et préserver leur identité. Tout à fait. Et c'est cette capacité d'adaptation qui est au cœur de notre réflexion aujourd'hui. Comment les habits vont naviguer dans le monde complexe du XXIe siècle, un monde marqué par la globalisation, la technologie, les changements culturels rapides. C'est une question cruciale, surtout que la Côte d'Ivoire est en pleine mutation, avec une économie en croissance et une population jeune et connectée. Comment les habits, avec leurs traditions ancestrales, vont s'intégrer dans ce nouveau paysage? Il est important de rappeler que les habits ne sont pas figés dans le passé. Ils ont toujours su évoluer, intégrer de nouveaux éléments, tout en préservant l'essence de leur culture. Vous avez raison, on l'a vu avec l'évolution de leur système de succession, l'adaptation à la période coloniale et leur intégration dans la société ivoirienne moderne. Exactement. Et aujourd'hui, on observe un phénomène intéressant, un regain d'intérêt pour les cultures traditionnelles, un désir de reconnecter avec ses racines. Ce mouvement est global et les habits ne font pas exception. C'est encourageant. Est-ce que ça veut dire que les jeunes générations habits se détournent de la modernité pour se replier sur le passé? Pas forcément. Il ne s'agit pas d'un rejet de la modernité. Plutôt une volonté de jeu aussi. Concilier tradition et modernité. Les jeunes abbés sont conscients de la richesse de leur héritage culturel. Et ils cherchent à le valoriser, à le réinterpréter, à le faire vivre dans le monde d'aujourd'hui. C'est une démarche passionnante. On peut imaginer que les nouvelles technologies, Internet, les réseaux sociaux, jouent un rôle important dans cette renaissance culturelle. Absolument. Ces outils permettent aux jeunes abbés de partager leur culture, créer des liens avec d'autres communautés, faire connaître leur histoire au monde entier. C'est une opportunité formidable pour les abbés de Rhin. Faire entendre leur voix. Partager leur vision du monde, contribuer à la richesse et à la diversité culturelle de la Côte d'Ivoire. Et du monde. Précisément. L'avenir des abbés est entre leurs mains. Ils ont les cartes en main pour écrire un nouveau chapitre de leur histoire. Un chapitre qui s'appuiera sur leur héritage, leur résilience et leur capacité d'adaptation. C'est une perspective inspirante, qui nous rappelle que chaque culture a un rôle à jouer dans la construction d'un monde plus riche et plus harmonieux. Et pour conclure cette exploration, je vous invite à réfléchir à cette question. Comment voyez-vous l'avenir des abbés? Comment leur culture va-t-elle évoluer? Quels sont les défis et les opportunités qui se présentent à eux? Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage fascinant au cœur de l'histoire et de la culture des abbayes. On espère que cette plongée vous a donné envie d'en savoir plus sur ce peuple attachant. Et sur la richesse de la diversité culturelle en Côte d'Ivoire.